Oui, bah écoutez, bonjour. Donc bien volontiers, je vous présente ce concours. D'abord pour vous dire qu'il s'agit naturellement d'une obligation pour l'éducation nationale. Obligation de faire en sorte que nous puissions travailler sur le devoir de mémoire. Vous le savez, ce concours s'inscrit dans ce devoir de mémoire. Donc le concours national de la résistance qui a été créé en 1961. Alors, naturellement, ce concours, il est avant tout centré sur le devoir de mémoire. Faire en sorte que nos jeunes puissent savoir ce qui s'est passé. Mais il est aussi centré sur une partie pédagogique. Et naturellement, tout cela se raccroche au programme d'histoire. Les programmes tant au collège, au lycée, qui sont au regard des faits historiques et en particulier de ce qui est lié à la résistance et de ce qui est lié au camp de concentration. Comment ça se passe? Avant tout, il y a, avec l'aide de tous les partenaires, et en particulier sur le département du Rhône, au lieu de résistance, nous avons des sites historiques. Naturellement, la maison de la résistance et de la déportation. Naturellement, Lisieux. Naturellement, la prison de Montluc. Naturellement, la maison Jean Moulin à Caluire. Et bien d'autres sites. Le Rhône est marqué, le Rhône-Alpes de manière générale, comme étant un haut lieu de résistance. Donc nous avons en plus une obligation dans ce département de faire en sorte que les jeunes puissent s'emparer de ces éléments de l'histoire. Et ils s'en emparent à travers la question pédagogique. Ils s'en emparent à travers l'éducation à la citoyenneté. Et nous sommes aidés par les anciens, par les rescapés. J'étais moi-même il y a 15 jours à Auschwitz-Birkenau avec le conseil général et avec des survivants des camps. Et donc j'ai pu, évidemment, au-delà de ma propre émotion, voir l'émotion des jeunes dans ces moments, mais émotion préparée, travaillée, accompagnée par les enseignants. Ce que nous cherchons à faire aussi, c'est qu'à travers ces moments forts vécus par quelques élèves, il puisse y avoir retransmission de ces faits par les élèves eux-mêmes auprès de leurs camarades. Tous ne peuvent pas aller sur le lieu de mémoire, mais dans tous nos établissements, nous devons contribuer à faire en sorte que ces lieux de mémoire soient connus. Et puis, nous bénéficions aussi, pour un temps encore malheureusement, du témoignage de ceux qui ont survécu. Témoignage important, témoignage vivant, témoignage objectif. La responsabilité que nous avons, c'est qu'un jour, ces anciens ne seront plus là. Et ces faits, eux, restent. Donc nous avons une obligation morale, historique, civique, de faire connaître ce qui se passait. Et de faire en sorte que, plus jamais, cela recommence. Vous savez que quelqu'un d'autre avant moi a dit, ça s'est passé une fois, c'était inimaginable, mais ça s'est passé, ça peut donc se reproduire. Nous avons donc cette obligation de faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Et pour cela, il faut que la jeunesse s'empare de son problème avec son enthousiasme, avec son dynamisme, parce que nous savons bien que demain, ce seront eux les citoyens. Ce seront eux qui, à leur tour, seront les passages de témoins. Et mon action ici est d'être celle d'un directeur académique au service de ce passage de témoins. Je suis heureux d'ailleurs, cette année, de voir qu'avec l'aide de tous les acteurs, nous avons augmenté considérablement le nombre d'élèves qui participeront à ce concours. Pour le moment, nous sommes à 1300 élèves. Il y a une cinquantaine de collèges. Ça veut dire que cet appel est entendu. Et je veux ici remercier tous ceux qui, par leur action, aident l'éducation nationale à ce travail de mémoire. Voilà les quelques mots que je souhaitais vous dire. C'est vrai que c'est un devoir pour chacun de nous. C'est un devoir parce que, vous savez que si on n'étudie pas l'histoire, qu'on ne voit pas ce qui a provoqué des catastrophes à un moment donné, eh bien on est condamné à le reproduire dans le futur. Parce qu'il y aura d'autres moments difficiles pour notre pays, et si on ne sait pas comment éviter des déviations, par exemple vers le fascisme, alors on risque de subir des conséquences néfastes à nouveau. Donc je crois que ce devoir, chacun voit bien qu'il est important. Par ailleurs, il est intéressant pour les jeunes populations d'apprendre ce qui s'est passé du temps de leurs parents, de leurs grands-parents. Et bien souvent, dans les familles, les choses n'ont pas été toujours expliquées, parce que c'est difficile. Ceux qui ont souffert dans leur chair
qui ont traversé des périodes très sombres, ils ont eu souvent la tentation de ne pas expliquer à leur famille. L'indicible, c'est-à-dire ce qui ne peut pas être dit, eh bien, ne sera pas dit dans la famille. Quelqu'un qui l'exprime très bien, c'est Simone Weil. Elle le dit oralement, elle le dit aussi dans ses ouvrages. Elle dit pendant des années, pendant des décennies, ce que nous avions vécu avait été si terrible que nous n'arrivions pas à le formuler, à le dire avec des mots, parce qu'on cherchait surtout à oublier tout ce temps heureusement révolu, mais qui avait été si douloureux. Alors pourquoi c'est si important de comprendre qu'il est parfois difficile, mais nécessaire de résister? Bien sûr, résister, ça ne veut pas dire de résister à tout et à chaque chose. Un enfant ne doit pas passer son temps à résister aux ordres de ses parents ou de son enseignant, bien sûr. Par contre, si on lui demande un jour de faire quelque chose que sa propre morale réprouve, quelque chose qui le choque, quelque chose qui n'est pas éthique, qui porte atteinte aux droits de l'homme, qui consiste à brutaliser quelqu'un d'autre, à ne pas respecter sa dignité, à être violent, alors il faut faire ressortir très fortement en soi les ressorts de la résistance. C'est ce qu'ont su faire d'abord un petit nombre de Français, en suivant en cela le général de Gaulle, Jean Moulin et plusieurs grands noms de cette époque, mais aussi des plus anonymes qui l'ont fait dans chacune des villes de France et dont la mémoire est quelquefois moins fortement rapportée à notre temps, mais qui ont tous eu ce courage dès le début. Ce que je veux de la part des jeunes qui comprennent, contrairement à ce qu'on peut dire, des jeunes qui sont très intéressés, c'est premièrement qu'ils soient prudents, c'est-à-dire qu'ils fassent attention, qu'ils ne se laissent pas entraîner. Deuxièmement, qu'ils ne cherchent pas, qu'ils ne soient pas racistes. Moi, je fais la différence entre les nazis et les Allemands. Je ne suis pas anti-allemand, mais je suis anti-nazi. Je voudrais que les jeunes puissent arriver à comprendre que nous avons décidé de faire de la résistance. La plupart du temps, nous-mêmes, moi j'ai décidé seul, personne ne va monter. Je pense qu'il faut toujours être vigilant. Il faut que les jeunes soient vigilants et tolérants. C'est ce que je veux leur demander en leur expliquant par où je suis passé. J'ai été condamné à mort, j'ai fait de la résistance avant, j'ai été condamné à mort, j'ai été en camp de concentration pendant 2 ans, et je pense que je suis très content d'avoir fait ça, même si malheureusement ma jeunesse a été blessée. Et je veux simplement vigilance et tolérance. Vous savez, les camps de concentration autrefois, c'est quand même les Allemands qui sont allés les premiers dans les camps. Ce n'étaient pas des déportés puisqu'ils étaient dans leur pays, mais c'était quand même eux qui sont arrivés les premiers dans les camps de concentration. On n'en parle pas assez. On a l'air de dire que les Allemands, non, les Allemands, ils se sont battus. Et il y en a beaucoup qui sont partis d'Allemagne en 1933 et qui ont fait la résistance avec nous. Je sais pas, il y en a qui étaient juifs, il y en a qui n'étaient pas, hein. Ça n'a rien à voir avec la résistance. Hein. C'est pas une question de race, moi je suis pas pour les races, je suis pour la race humaine. Et ce sont les pays arabes qui nous montrent aujourd'hui la lutte. Moi je dirais d'une façon plus concrète, c'est que la démocratie est un bien précieux. On ne se rend pas compte de sa valeur, de son importance, tant qu'on l'a. Le jour qu'on la perd, ces jours-là, on se rend compte vraiment du poids, de l'importance. Et c'est pour ça que s'il y a un message à faire passer aux jeunes aujourd'hui, c'est celui-là. La démocratie, il faut la maintenir vivante, il faut la respecter, mais il faut participer. On ne peut pas parler de démocratie si on ne fait pas partie prenante. Ça veut dire qu'il faut jouer le rôle qui est le nôtre en tant que citoyen. Si demain il y a des élections, il faut voter. Après-demain, il faut faire autre chose. La démocratie, il faut la respecter. Je dis aux jeunes, quand je les rencontre, que la démocratie est fragile et qu'ils fassent très attention à ce qui peut se passer. Voilà mon message. Ça ne va pas quelque chose comme ça.
Monsieur Bloch, je voudrais savoir quel est le message que vous voudriez faire passer aux jeunes générations. Ayant été déporté à 15 ans à Auschwitz, ayant perdu ma mère, ayant séjourné là-bas, étant donné les conditions de vie, une chose qu'il faut bien savoir, c'est qu'il ne faut jamais perdre espoir et qu'on arrive souvent à se sortir de choses, bien que là-bas, rien ne dépendait de nous, sauf garder un moral de fer. Ne jamais penser qu'on pouvait mourir, malgré qu'on voyait tomber des gens autour de nous. Et il faut toujours lutter. Donc le message que je tiens à faire passer auprès des jeunes générations, c'est qu'il y a eu des gens qui ont eu suffisamment de cœur et d'humanité et au risque de leur vie, au péril de leur vie, ont caché 3 jeunes juifs pendant la guerre, sachant que tout le hameau où nous étions et qui abritait à l'époque une centaine d'habitants, étaient tous au courant que nous étions juifs. Nous avons été scolarisés, mon frère et moi, dans l'école primaire qui était dans un village à 1,5 km à Moza, et nous y étions sous le nom de Rosner. Donc il n'y a pas eu aucun problème. Donc en plus, si vous voulez, de ces 2 personnes, monsieur et madame Couturier, parce que je tiens à les nommer, et nous avons en plus, ça tombe bien, obtenu pour eux le diplôme des justes parmi les nations, et ce diplôme sera remis à titre posthume le 16 mai prochain, et il sera remis à un de leurs petits-neveux que nous avions connu pendant la guerre, mais il était tout petit et j'ai déjeuné aujourd'hui avec lui. Voilà. Donc le message, c'est qu'il faut faire preuve vis-à-vis des autres humains de fraternité, de solidarité. Voilà le message que je tiens à faire passer. Ne jugeons pas les autres sur leurs origines ou sur leur religion, etc., mais uniquement sur la valeur humaine de l'individu. Et que nous soyons tous frères humains. C'est un terme qui a été employé dans un magnifique livre d'Albert Cohen, « Ô vous, frères humains ». Voilà. Les femmes n'étaient pas que des soutiens aux résistants, leur permettant de vivre, de se cacher, de pouvoir être soutenues. Elles étaient quelquefois des fers de lance de la résistance. Et elles ont, pour certaines, combattu, pour d'autres, eu des actions héroïques remarquables. Elles l'ont parfois payé aussi chèrement que les hommes. Plusieurs ont été fusillés, ont été exécutés, ont été maltraités, ont été torturés par les nazis. Ces femmes méritent vraiment notre admiration et notre reconnaissance, parce que c'est grâce à elles et grâce aux hommes résistants aussi que nous devons aujourd'hui de vivre dans un pays libre et digne. J'ai été surprise à la fin de la guerre en découvrant que notre chef de réseau était une femme, Marie-Madeleine Fourcade, qui était extraordinaire, exceptionnelle. Et c'était un excellent chef de réseau. Nous avons fait du renseignement au niveau militaire. Et c'est la raison pour laquelle notre réseau a été reconnu comme faisant partie des forces françaises combattantes. Pour les jeunes, je dirais, il ne faut jamais abandonner. Et quand on est privé de liberté, il faut faire l'impossible pour la retrouver. Parce que c'est le bien le plus précieux du monde. Et si c'était à refaire, je prendrais tous les risques parce qu'il faut savoir résister et donner de soi pour retrouver la liberté. C'est le mot essentiel, liberté. Quel message voulez-vous laisser aujourd'hui aux jeunes? Vous allez directement à ça. Bon, alors compte tenu de mon expérience, je veux surtout dire aux jeunes que d'abord, il faut avoir une large vue de nos rapports avec les étrangers, qu'il faut en plus, comment dirais-je, avoir des rapports d'amour plutôt que de critique, que plus on s'entendra et plus on s'aimera, moins on aura envie de se battre. Et l'envie de se battre pour des raisons de guerre est complètement aberrante, puisque tout en m'ayant combattu beaucoup pendant la résistance, je suis antimilitariste. Voilà. Je pense que ce qu'on peut dire aux jeunes, c'est d'essayer d'avoir un idéal, de s'y tenir et de faire l'effort pour s'y tenir. Parce que c'est pas facile et il ne faut pas que cette mémoire s'en aille.
les choses que nous avons vues étaient trop horribles, même si nous avons gardé des bons souvenirs de fraternité, c'est ce que nous disions tout à l'heure, pour que ça recommence. Ça risquerait à recommencer si les efforts n'étaient pas faits. Effectivement, nous rencontrons dans la région lyonnaise de 3 à 4 000 jeunes, essentiellement collégiens et lycéens. Et nous essayons nous évitons les leçons de morale, parce qu'il nous semble qu'ils pourraient être tentés d'attendre que l'heure passe et puis de passer à autre chose. Nous essayons de les impliquer, et notamment de deux manières. D'une part, en les sensibilisant au fait que les insultes racistes qu'ils utilisent assez facilement et dont ils nous disent « oh mais c'est pour rigoler », on essaye de leur faire trouver les enjeux de ces insultes et pourquoi ça atteint plus profondément les individus, sale juif, sale arabe, sale blanc, etc. Pourquoi ça atteint plus lourdement les individus et pourquoi ça met la société en danger. Et puis par ailleurs, nous essayons surtout de leur expliquer que dans des drames comme la Shoah, dans tous les génocides, ceux qui sont responsables finalement, c'est ceux qui ont tourné la tête, qui ont regardé ailleurs, qui n'ont pas pris position, qui voyaient ce qui se passait. Ils ont une très lourde responsabilité. Donc nous essayons de leur expliquer que chacun à sa place doit faire ce qu'il peut pour éviter les dérives. Et puis nous les mettons en garde contre ceux qui essaieraient d'utiliser leur peur ou leur naïveté. Nous essayons de provoquer des réflexes. Moi je leur dis souvent, si quelqu'un, on est dans une période de crise, voilà, si quelqu'un essaye de vous dire ah oui c'est la faute des Arabes parce qu'ils prennent notre travail ou c'est la faute des Juifs, j'aimerais qu'une petite lampe rouge s'allume et que vous disiez celui-là il me prend pour un imbécile et que vous ayez les moyens, et l'école vous en donne les moyens, de raisonner par vous-même et de vous défendre contre ce genre de dérive. Alors justement, qu'est-ce qu'ils peuvent faire eux? C'est bien, on essaye toujours de finir nos rencontres par ça. Mais par exemple, ils disent il faut que je commence par réfléchir, me défendre moi-même contre peut-être des tendances que je pourrais avoir. Et puis, si je suis témoin de quelque chose, on leur dit, dès lors qu'on sait, on a une responsabilité. Donc on leur dit, il faut trouver un adulte qui sait vous conseiller. Quand on les prend, quand on les respecte, et quand on leur dit ne baissez pas les bras, le monde va bien quand chacun s'en charge, eh bien ils trouvent ce qu'ils peuvent faire selon leur âge, comment ils peuvent s'engager et à leur place éviter des dérives dont l'histoire nous a montré qu'elles sont terribles. La République française, une et indivisible, se nourrit des différences et des multiples cultures. Nous devons en tirer une force et non en faire un instrument de haine et de rejet. Il n'est donc que trop nécessaire de rappeler et de se rappeler que notre démocratie est fragile, que rien n'est acquis et que nous devons être vigilants et garder notre capacité d'indignation contre celles et ceux qui tentent de la mettre à mal. Car au-delà des communautés, au-delà des différences et au-delà des incompréhensions, nous devons voir l'autre comme ce qu'il est réellement, un membre comme nous de notre humanité. C'est pour ça que les femmes et les hommes qui ont été fauchés par la barbarie nazie, ici même, rue Sainte-Catherine, ce 9 février 1943, ne doivent pas être oubliés. Ils sont notre mémoire collective, ils sont notre humanité, ils sont autant de vies qui nous rappellent à notre devoir d'exercer notre regard, à toujours voir dans l'autre ce qui fait entre nous fraternité. L'usage de la mémoire, l'usage de mettre en liaison des faits actuels avec des faits anciens et montrer que oui, évidemment, on ne peut plus aujourd'hui ouvrir un camp à Gurs, ouvrir un camp dans le Loiret, à Pithiviers. On ne peut plus enfermer les gens de la même façon. On ne peut plus les transporter dans des wagons à bestiaux. Mais on peut les enfermer dans des centres modernes qui s'appellent des camps de rétention, qui s'appellent Gaza, qui s'appellent autre chose. Et on peut
avec des moyens modernes, nouveaux, inconnus parfois, reproduire ce que nous avons connu. Inutile de vous dire que le mouvement juif progressiste français, antisioniste, est totalement du côté du peuple palestinien et particulièrement du côté de la population de Gaza. Il ne faut pas se leurrer. Non, ce n'est pas nécessaire. D'abord, vous nous connaissez. Effectivement, il y a une volonté de ne pas faire entendre la voix des Juifs progressistes français, et ils sont plus nombreux que l'on peut penser, parce qu'il y a toujours eu dans le mouvement juif, et principalement dans le mouvement juif français, un sentiment antisioniste qui va de soi, c'est une histoire française. Aujourd'hui, nous sommes plus forts, alors je parle plus fort. Aujourd'hui, nous sommes face à une nouvelle attaque des Israéliens contre les populations civiles de Gaza. Cette attaque est préméditée et elle a le consensus de l'ensemble de l'Occident. On n'a pas le droit, quand on occupe un peuple, de lui imposer un blocus criminel de la façon dont on occupe le blocus de Gaza, avec l'accord de la communauté internationale. Et une des raisons pour lesquelles nous nous insurgeons, nous dénonçons, c'est que les normes du droit international qui ont été mises après la guerre par l'Occident sont en train d'être détruites par l'Occident lui-même aujourd'hui. Et que, en tant que citoyen, je dirais progressiste, j'aime pas le mot averti, parce nous ne sommes pas des spécialistes, nous sommes des citoyens, que des citoyens. D'ailleurs, voilà ma gueule, je suis un citoyen. En tant que citoyen, nous devons être très vigilants à ce que ces normes ne soient pas balayées. Et la question israélienne est au cœur de cette problématique parce que tout le monde, on l'a vu encore avec Hollande, on l'a vu avec Sarkozy, on le voit avec l'Amérique, quels que soient les dirigeants, tout le monde accepte les crimes israéliens. Et puisqu'on les accepte et qu'ils sont faits par des juifs qui sont prétendument les héritiers, ils sont banalisés. Et ils sont tellement banalisés que plus personne ne pense qu'il y a 1,5 million de personnes enfermées dans un camp, qu'on appelle Gaza, et que ça devient une normalité, une banalité. Alors on met sur ces gens-là le nom d'islamistes radicaux, on met un nom, comme on mettait un nom de juif, comme on met un autre nom, et au nom de du fait qu'ils sont transformés en islamistes radicaux, il devient banal de les enfermer, de les affamer, et un jour, si besoin est, de les détruire. Et là est le danger, parce que le crime est acceptable, et c'est là où nous devons être vigilants. C'est pourquoi je reviens toujours sur cette notion de crime contre l'humanité, parce que notre expérience tragique, d'abord nous allons mourir, nous les enfants, les victimes, les survivants, parce que nous sommes d'une certaine façon des survivants de cette tragédie planétaire européenne, nous allons mourir, mais le problème n'est pas uniquement de rappeler notre histoire, le problème est de l'intégrer dans le processus d'aujourd'hui. Et d'en montrer l'exemplarité. Que ce soit en France, à travers la question des sans-papiers, des préfectures, des méthodes qui sont les mêmes, que ce soit à travers la question palestinienne qui est centrale pour la paix du monde, la question est là. C'est la nature des crimes de guerre et la nature de ces crimes qui nous oblige à les dénoncer et à prévenir nos concitoyens français des dangers que nous courons. Je ne sais pas si vous nous entendez.
Et c'est au nom de cette expérience qu'il faut aussi que nous prévenions et que nous armions, si tant est que nous puissions armer nos concitoyens pour les prévenir des dangers que représente le racisme, la xénophobie, l'islamophobie aujourd'hui, française, internationale, européenne, qui est de même nature, qui est grosse des mêmes dangers que l'antisémitisme dont nous avons été victimes. Voilà. Et c'est aujourd'hui ça, le danger de guerre, guerre intérieure, guerre interethnique, guerre, et c'est ça le problème. Et c'est ça le message que nous pouvons, nous, en tant que juifs progressistes, héritiers, parce que nous sommes les héritiers, nos parents morts ne nous ont pas dit « vengez-nous », mais nos parents nous ont armés. Leur expérience tragique nous a armés plus que d'autres pour comprendre, théoriquement. Et c'est ça l'affaire principale. Je pense que d'abord, un conflit qui dure depuis plus de 60 ans. Et lorsque l'on regarde l'histoire, on voit une terrible injustice faite au peuple palestinien. Et d'autant plus une terrible injustice, c'est qu'on dénie à ce peuple le droit de vivre, le droit d'exister, et on dénie à ce peuple le droit, y compris de résister. Donc, ce déni de justice, ce deux poids et deux mesures, on le voit chaque jour à l'œuvre, et on le voit à l'œuvre depuis la création de l'État d'Israël. Donc voilà une terrible injustice qu'il faut réparer. Et c'est nos générations et les générations futures qui vont devoir résister en premier lieu à l'indifférence. Résister aujourd'hui, c'est résister à l'indifférence. L'indifférence aux choses du monde, aux malheurs du monde, et notamment aux malheurs du peuple palestinien. Si nous n'avons pas une solution de paix, si nous continuons dans les logiques de guerre, eh bien ces logiques risquent d'être totalement incontrôlées. Alors, on peut rêver, on peut quand même rêver d'un avenir pour le peuple palestinien, nous y croyons, il faut y croire, mais cela passera par des pressions de plus en plus fortes sur l'État d'Israël, sur le boycott d'Israël, qui va nous permettre, comme on l'a vu pour l'Afrique du Sud, à avoir une issue positive pour le peuple palestinien. L'Afrique du Sud a montré que quand les États, quand les citoyens, tous ensemble, se mettent ensemble pour sanctionner un État, et ben cet État finit par comprendre qu'il faut arriver à une solution politique dans cette partie du monde. Donc c'est l'espoir que nous avons, et en tout cas c'est un espoir urgent, parce qu'on ne peut pas attendre une nouvelle guerre. Parce qu'il y va de l'avenir du monde, il y va de l'avenir peut-être nous ne l'espérons pas en tout cas, mais il y aura peut-être un conflit mondial, parce que ça va être peut-être l'endroit du départ d'un conflit mondial. Donc si on veut la paix, il faut imposer une solution à Israël. De boycotter tout produit venant d'Israël. Il s'agit de boycotter toute relation commerciale, associative, culturelle, universitaire avec Israël.